communal à la ville de Bruxelles. Et pour le compte du Parti Socialiste. Et je suis contente parce que j'ai vu ma maman ici. Donc on est dans les partis belges. Mais à l'intérieur des partis, on forme également une famille parce que vous savez, c'est pas facile. Hein. On est également discriminés et on se bat vraiment pour faire entendre nos voix. Donc moi, en fait, ma petite expérience, elle est toute simple. Moi, je suis arrivée en Belgique très jeune et j'ai fait toute ma scolarité ici. Et à 22 ans, j'ai commencé à militer au sein du CDH. J'ai milité, etc. Puis j'ai commencé à travailler dans les cabinets politiques. Et il y avait les premières élections en 2006. Pourquoi je parle de ça? Parce que tout à l'heure, maman Louise, elle a parlé de la loi électorale congolaise qui a certaines choses qui sont discriminatoires par rapport aux femmes. Où on prévoit qu'il faut des listes paritaires. Mais l'autre alinéa dit oui, mais de toute façon, si la liste n'est pas paritaire, c'est pas grave. La CENI prend quand même cette liste et il n'y a pas de souci. Moi, comment j'ai pu être candidate dans un pays où, oui, bien sûr, une femme en politique, une dame m'avait dit ça quand j'ai commencé, on entre toujours en politique souvent parce qu'on est la fille de quelqu'un ou parce qu'on est la femme de quelqu'un. C'est pas un problème, on ne le refuse pas. Moi, j'avais 26 ans, je suis entrée en politique parce que mon père est pasteur, donc on ne me connaissait pas spécialement. On a dit, ah oui, son papa est Nouvelle-Jérusalem, on va la prendre, on va voir ce que ça va donner. Moi, je me suis dit, il n'y a pas de souci. Et j'ai pu figurer sur cette liste parce que la Belgique, dans son cadre législatif, a prévu cette loi de 92 où les listes doivent être paritaires. Il faut autant d'hommes que de femmes. Et au-delà de ça, non seulement la liste doit être paritaire, mais les 3 premiers candidats, il faut une alternance homme-femme, homme-femme. Donc, c'est comme ça que, au CDH, aux élections communales, il y a 47 candidats à la ville de Bruxelles, et on a du mal, hein, même ici, on a du mal à trouver les femmes, parce que les femmes n'ont pas envie de s'engager. Mais, nous, on est contentes parce que, grâce à ce système de parité, ça permet à des personnes comme nous, comme j'ai des outsiders, on nous tire comme ça, on nous balance sur des listes, et puis voilà. Et à la surprise de tous, en 2006, j'avais 27 ans, je suis élue. Au CDH, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on commence à me dire, tu dois démissionner. Wow, parce qu'on ne s'attendait pas. Il y a des gens qui font les campagnes, tu es encore jeune, tu as encore beaucoup de campagnes à faire. Pour moi, comme je suis une petite têtue, qu'est-ce que je fais? Je rentre chez moi, j'éteins mon téléphone. Je reste comme ça en off pendant 2 semaines. Puis le temps, et puis finalement, c'était trop tard, vous avez essayé, tant pis, je suis là, j'y suis et j'y reste. Je fais mon mandat au CDH et puis, comme vous savez, c'est pas facile hein, d'être femme en politique. Il n'y a pas qu'au Congo, même ici. Hein, d'être femme et puis d'être quand même jeune, hein, c'est pas facile. Parce que, noir, oui, c'est oui, trois handicaps. T'es femme, t'es jeune, t'es noire. Donc du coup, ton intelligence est un peu mise entre parenthèses. On oublie que t'es licencié en droit de l'ULB, que en fait tu connais rien du Congo, que tu as grandi ici, donc t'es belge. Donc tu es brimé. Puis à un moment, moi je me suis dit non, je ne vais pas mourir ici quand même. Je change. Je change de parti, le CDH ne correspond plus à mes valeurs. Je pense que j'ai assez donné. Et je suis mandataire, donc je suis la bienvenue partout, tout le monde me sollicite, je vais au Parti Socialiste. Et là, comme je suis conseillère communale sortante, je suis bien placée. Donc il y a un quota. Et en 2012, on a essayé de faire des listes carrément. Bon, la loi demande que les 3 premiers candidats ne soient pas du même sexe, mais dans les partis par courtoisie, on essaie de faire une alternance homme-femme, homme-femme, homme-femme. De sorte que je pense que j'étais 20e sur 47. Je venais d'arriver dans le parti, hein, c'est un gros parti, donc pour moi, je dis, ah, c'est bien, c'est déjà ça. Et je ne suis pas élue en 2012. Je ne suis pas élue. On m'envoie comme conseillère au CPS, le plus grand CPS du pays. Oh, je fais 3 ans et puis je décide donc je vais au Congo. Et je pars au Congo. Et là, je vous ai dit que j'étais conseillère communale. En fait, j'étais bien placée, donc du coup, j'étais suppléante. Parce que il y a ce système de parité qui permet aux femmes quand même de se retrouver quelque part. Et même si on se bat, mais du coup, il y a ce système paritaire qui nous permet d'exister. Je pars au Congo, je fais mon expérience au Congo, et le bourgmestre Yvan Mailleur a commis quelques petites malversations. Et la chance sourit de mon côté, on m'appelle où j'étais.
t'es où? Je dis, je suis à Kinshasa, prends le premier avion, tu sais quoi? Oui, tu vas prêter serment lundi. Je fais, ah ok. Et du coup, je me retrouve encore dans la machine. Pourquoi? Parce que la loi belge prévoit en fait ce système paritaire qui permet aux femmes de se retrouver. Pourquoi j'en viens là? Moi, j'étais au Congo et j'ai quand même sillonné les institutions. Et le problème, au fait, des femmes, c'est les femmes. Maman nous a parlé de l'article 13. Mais au fait, moi, si j'étais une femme de l'UNC, moi, j'allais militer pour que la première chose, on n'a pas besoin de se retrouver au pouvoir nécessairement, même de l'opposition, même du Parlement où on est, il faut que cet article, l'alinéa 4, il faut que cet alinéa 4 tombe pour qu'on puisse avoir des listes paritaires. Est-ce que vous avez déjà vu un bulletin de vote au Congo en 2012? En 2011. C'était, je ne sais pas combien de pages, c'est un journal. Mais si on met 6 hommes à la première page, vous pensez que la madame fatiguée qui vient des champs va commencer? Oui, bien sûr. Si elle a son candidat, elle va chercher. Mais il faut également, non seulement il faut ce système paritaire où il faut absolument qu'il y ait des listes paritaires hommes-femmes, mais il faut également qu'il y ait des listes zébrées, au fait. Parce que c'est très bien que les femmes se présentent. C'est très bien d'avoir autant de candidates femmes. Mais on ne va pas voter pour elles parce que déjà, non seulement on n'a pas d'argent, mais également au niveau du système législatif, ça ne marche pas. Et puis il y a encore un autre article de la loi électorale, je vais finir par là. C'est la loi qui dit que le plus fort doit rester. C'est, je vais vous le dire pour ne pas me tromper, c'est l'article 119 de la loi électorale, qui dit en fait qu'après les élections, si on voit qu'il y a plusieurs sièges qui sont vacants, eh bien, on va attribuer le siège au candidat qui a eu le plus de voix sur la liste qui a eu le plus de voix. Mais cet article, mais ça c'est une porte ouverte pour nous les femmes, on peut dire qu'on va attribuer ce siège-là à la femme qui a eu le plus de voix, dans le parti qui a eu le plus de voix, c'est facile. Le plus fort reste une femme. Et puis il y a encore un autre article, un autre alinéa, toujours dans ce même article où on dit que, voilà, s'il y a 2 candidats, dans la liste qui a eu le plus de voix, qui ont eu le plus de voix, c'est le candidat le plus vieux. Mais là aussi on peut dire, c'est la femme la plus âgée. Alors, je pense que si vous, au sein de l'UNCDH, je suis très contente de voir que la secrétaire chargée de la diaspora, c'est une femme. La représentante des femmes, Maman Pétronelle, agissez. Je pense que c'est les femmes qui vont parler de femmes. Les hommes, ça ne les arrange pas. Hein. Oui, ça les arrange d'être 500 et partout. Hein. C'est beaucoup mieux pour eux 500. Et puis vous savez quoi? Même dans les réunions, moi je suis conseillère communale. Quand il y a une réunion avec les collègues, on te demande à toi de servir le café. Hein. Ils te regardent. Oui, ils te regardent. Tu sers le café? Bah ouais. Surtout quand tu es la plus jeune, bah, tu te lèves et tu sers le café. Bah, parce qu'on n'est pas présente. Donc je pense que c'est à nous de faire un lobbying très fort au sein des partis politiques pour que la femme puisse être représentée. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était le témoignage de Madame Lydia. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'avoir été nombreux à regarder notre chaîne Hérotech TV. Donc aujourd'hui, nous ne sommes pas à Paris, nous sommes à Bruxelles où nous sommes venus répondre à une invitation, l'invitation du parti UNC de M. Vital Kamerhe. Donc à l'ordre du jour, il y avait la question de l'engagement de la femme en vie politique et puis l'unité de l'opposition congolaise. Voilà. Donc on va pas aborder toutes les questions qui ont été traitées au cours de cette journée, mais par contre on va plus nos questions vont être axées sur la vie politique d'une femme congolaise. Voilà, bonjour maman, pour traiter ces sujets. J'ai à côté de moi donc une compatriote qui est en France depuis, en Belgique depuis belle lurette. Et puis donc suite à votre présence ici, vous avez pu suivre un cursus universitaire qui vous a ouvert toutes les portes politiques. Et aujourd'hui, vous êtes dans la politique. Vous êtes dans la politique, mais depuis d'abord, j'aimerais que vous puissiez vous présenter pour que tous qui nous suivent pour la toute première fois avec vous puissent savoir qui vous êtes réellement.
Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Lydia Moutiébélé. Je suis conseillère municipale à la ville de Bruxelles. J'ai été élue pour la première fois en 2006. Donc, comme je le disais lors de mon intervention, je suis arrivée en Belgique très jeune et j'ai suivi tout mon cursus primaire, secondaire et universitaire en Belgique. Et je suis licenciée en droit de l'Université libre de Bruxelles. Et pourquoi je suis entrée en politique? Simplement parce que je vivais dans un pays et je voulais je me suis intéressée aux institutions du pays. Donc quand j'ai eu mon diplôme universitaire, j'ai été militante dans un parti politique. J'ai été militante, ça veut dire quoi? Quand il y a campagne, je distribue les affiches, je distribue les tracts, je colle les affiches. Je mets mon jean, je prends un seau, je vais, je colle. Comme un homme. Comme un homme. Quand il y a des activités, j'organise des activités dans ma communauté, communauté congolaise, pour que ces jeunes de la communauté comme moi puissent entrer en contact avec des politiques belges. Et puis évidemment, après les élections, il y a du travail. On choisit qui dans les partis? On choisit les militants. Donc du coup, moi, on m'a engagé dans un cabinet politique de mon parti. D'accord. De la même manière, voilà, j'ai travaillé dans le cabinet politique de mon parti où je militais déjà. Et quand il y a eu élection, eh bien, j'ai été sélectionnée pour être sur la liste et pour postuler aux élections municipales de 2006. Alors déjà, avant de continuer, qu'est-ce qui a motivé votre décision à faire de la politique? Vous vous êtes réveillé un matin, vous vous êtes dit, bon voilà, tel ou tel, puisque sachant très bien que votre papa est le célèbre pasteur communément appelé Papa Moutiébélé, donc de l'église Nouvelle-Jérusalem, vous auriez pu suivre le même chemin que papa. Qu'est-ce qui a motivé votre décision à faire de la politique? En fait, moi, c'était les inégalités. Parce que j'ai fait 5 ans à l'université. Le droit, c'est 5 ans. J'ai fait mes 5 ans, j'ai jamais raté. J'ai jamais eu de deuxième session. Et je pense que j'étais pas dans le bas du panier comme étudiante. Je m'en sortais bien, j'avais souvent des distinctions. Je fais mon diplôme avec distinction. Et maintenant, quand il fallait trouver du travail, tu vois que tes collègues blancs trouvaient du travail plus vite que toi, même ceux qui réussissaient moins que toi. Donc je me suis dit, je ne vais pas rester là à me victimiser, à me plaindre. Où est-ce qu'on peut m'écouter? Vers qui je peux m'adresser? Je vais aller dans un parti, je vais militer parce que c'est pas normal. En Belgique, ça doit changer. C'est comme ça en fait que j'ai commencé à militer. Je suis entrée dans le milieu politique comme ça. Justement pour porter votre voix beaucoup plus haut, pour être entendu. Et, voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, quand je regarde, quand même, on a encore du chemin à faire. Mais je vois que depuis que moi j'ai commencé, il y a beaucoup de jeunes aussi, beaucoup de personnes d'origine étrangère qui sont dans les partis, qui militent, qui travaillent. Je pense qu'il y a eu des petites ouvertures. Je pense qu'on peut quand même voir une évolution. Évolution justement, comme dans votre milieu politique au jour d'aujourd'hui, pour être entendu, pour être écouté, je pense qu'il va falloir avoir un certain niveau. Un certain niveau quand on est adulte, un certain niveau quand on est responsable, un certain niveau quand on est jeune aussi justement, puisque ce qui vous a obligé à rentrer dans la politique, c'est justement pour porter votre voix un peu plus haut par rapport au diplôme que vous avez. Mais aujourd'hui, en parlant des Congolais, Congolaises, il n'y en a pas beaucoup qui réussissent dans les études. Bon, ça en fait, c'est un handicap justement. Est-ce que vous pensez que... C'est vrai que la politique, c'est le seul endroit où tu peux briguer à être Premier ministre, même président, et tu n'as pas de diplôme universitaire. Mais moi, je trouve que c'est une lacune parce que les études, ça t'ouvre l'esprit. Tout à fait. Et je trouve que c'est dommage pour les jeunes d'origine congolaise qui évoluent ici en Belgique, où en France, ou en Europe, où on a toutes les possibilités, où les études ne coûtent pas cher. Ils sont même gratuites. C'est gratuit de ne pas étudier. Je trouve que c'est handicapant parce que déjà on est discriminé par rapport à notre peau. Quand tu vas arriver quelque part, on verra qu'il y a un Belge sans diplôme et toi, je pense qu'on va favoriser le Belge.
Donc moi je pense que le diplôme universitaire, c'est vraiment en plus, c'est un atout. C'est vrai qu'on est dans un monde de parité et il y a beaucoup de femmes qui pensent que voilà, je vais entrer dans un parti politique, je vais me hisser parce que je suis une femme et que voilà, j'aurai plus d'avantages que les hommes. C'est vrai, mais c'est pas vrai. Moi je pense que nous... Comment faut-il faire pour s'engager quand on n'a pas de diplôme? On peut s'engager, l'engagement ne dépend pas du niveau de diplôme, on peut s'engager, mais si tu n'as pas un diplôme, rien de tard. Surtout ici en Belgique, il y a beaucoup de formations qui sont qualifiantes. Et puis maintenant on a Internet. Au lieu d'être sur Internet, seulement d'être sur Facebook, Instagram, Snapchat, en train de regarder les photos des stars, va sur Internet, il y a des livres très édifiants que tu peux lire. Tu peux lire les livres de grands hommes politiques qui vont t'inspirer dans ta manière de penser et tu sauras donc de quel courant, à quel courant tu appartiens. Je pense qu'il y a moyen de se former comme autodidacte, mais il faut prendre le temps, il faut ouvrir sa culture. Donc, alors, lire des livres pour pouvoir se canaliser un petit peu sur sur le chemin politique, mais c'est là d'où est venue votre vocation aujourd'hui. Moi, pas nécessairement. Moi, pas nécessairement. Justement, parce qu'il va falloir savoir, mais dans la politique, je vais suivre qui? Je vais suivre UNC, je vais suivre UDPS, je vais suivre MNC. Justement, donc, pour pouvoir faire la distinction de ce qu'on veut faire justement dans l'avenir, il va falloir se canaliser par rapport à un repère. Bon, il faut quand même regarder les chartes, tous les actes constitutifs de tous ces partis et voir quel est le parti qui correspond le plus à votre personnalité. À ta personnalité, le parti qui correspond le plus à tes valeurs. Moi, je suis au Parti Socialiste, c'est un parti qui correspond à mes valeurs, qui défend la justice, qui défend l'égalité de chacun, qui défend la fraternité, qui défend la liberté de chacun. Donc je pense que c'est un parti qui correspondait le mieux à mes valeurs. Parce que moi, je suis chrétienne, j'ai besoin d'être dans un parti où quand même la liberté de culte est une base. Où on ne va pas me discriminer en disant « Oh non, 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 je ne veux pas de chrétiens, on veut que des musulmans. Ah non, on veut que des amis. » Non. J'ai besoin d'être dans un parti où, en tant que chrétienne, je suis épanouie, où je n'ai pas de frein par rapport à ma liberté de culte. Donc, chaque parti a ses bases, a ses dogmes. Et je pense qu'il faut vraiment prendre le temps, quand on veut s'engager, de voir quel est le parti qui correspond aux valeurs que moi je veux défendre. D'accord. Alors, pour terminer, on ne va pas rester trop longtemps sur cette question-là. Quelle est votre impression par rapport à la journée d'aujourd'hui? En tout cas, moi, je félicite le cadre de l'UNC. D'abord, une très belle mobilisation. Et puis, je pense que les moyens financiers également ont été mis en place parce que c'est dans un très beau cadre. Et les intervenants, moi j'ai trouvé cette pluralité d'inviter plusieurs partis politiques, échanger pour clôturer le mois de la femme. J'ai trouvé que c'était vraiment un signe d'ouverture d'esprit extraordinaire. Je pense que j'ai jamais encore vu ça et je suis vraiment très honorée d'avoir fait partie du panel des intervenants. Et je suis conseillère municipale à la ville de Bruxelles, ici en Belgique. La ville de Bruxelles, c'est l'équivalent de la ville de Paris, c'est la plus grande municipalité du pays. Et voilà, j'ai l'honneur d'être élue et de représenter la population au sein du conseil municipal. Merci beaucoup. Je pense que vous allez servir de modèle pour les jeunes qui arrivent derrière. Tout en vous remerciant pour avoir accepté notre invitation sur Eurotech TV. Bonne soirée chez vous. À très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous invitons donc le secrétaire fédéral Christian Bouédois pour son intervention. Mais en ce qui me concerne, moi je vais fixer juste le cadre en posant la question pourquoi l'opposition doit-elle s'unir? L'unité de l'opposition face aux enjeux électoraux devient primordiale. D'une part, pour trois choses dont on va évoquer tout de suite. Je pense que la première chose, il faut savoir que nous sommes dans un système électoral à un tour. Donc, il n'y a pas de deuxième tour. Nous sommes à un système électoral à un tour, il n'y a pas de deuxième tour. Et puis l'introduction du seuil électoral, d'une part. Et voilà, quand un parti au pouvoir introduit une loi, c'est qu'elle a déjà une solution de rechange. Quand elle introduit une loi, c'est qu'elle a une solution de rechange, disait un célèbre opposant congolais. Les présidentielles à un tour veulent tout simplement signifier que aujourd'hui, Kabila
le président Kabila a obtenu 48% des voix, 48,9 proclamés par la CENI. Il n'a pas la majorité. Etienne Tshisekedi avait 32% des voix et Vital Kamerhe 7%. Mais avec la majorité simple, M. Kabila se retrouvait comme président de la République. Alors, la grande question que tout le monde doit se poser, et c'est pourquoi ici on va essayer de répondre à cette question, qu'est-ce qui se passera si l'opposition ne trouve pas un candidat unique? Je vais donner un exemple. Ici je dis, je réfléchis à l'absurde. Ce n'est pas une réalité, c'est juste une fiction. Prenons que nous sommes dans un cas où il y a élection présidentielle et vous avez un candidat du PPRD, un candidat de l'UDPS, un candidat de l'UNC, un candidat MLC. Parce que tout le monde est ambitieux, tout le monde a ses ambitions, tout le monde est meilleur que l'autre. Alors, je fais une petite fiction. Si la présidentielle prochaine, le candidat du PPRD recueille juste 25% des voix, celui de l'UDPS en recueille 22, de l'UNC 19 et du MLC 16%, la CENI va proclamer le candidat qui a eu 25%. Alors que quand on fait le total des voix, 19, 16, l'opposition est gagnante. Mais celui qui a proclamé, qui a gagné les élections à la majorité simple à un tour, c'est le candidat qui a le plus de voix. Alors, les élections législatives, face à la problématique du seuil, le 25 novembre dernier, la loi sur le seuil a été votée. Pour beaucoup, c'est une innovation, mais pour ceux qui sont en Belgique, ils savent bien que ce n'est pas une innovation. Ici, c'est le seuil de 5%. Un parti qui n'atteint pas 5% n'est pas représenté au Parlement. Mais pour le Congo, c'est une surprise. Un pays où on a 300 partis et des partis familiaux. Donc, on se retrouve avec une loi qui dit qu'il faut avoir un seuil d'1% pour être élu. J'expliquerai tout à l'heure, de manière un peu technique, de quoi il s'agit. Mais 1% du seuil. Aujourd'hui, si on fait le calcul sur les 148 partis qui sont au Parlement aujourd'hui, avec l'introduction du seuil, nous allons avoir que 23 partis qui seront représentés et les autres vont, j'espère, disparaître ou continuer. D'où cet engouement que vous voyez actuellement de fameux regroupements. Tout le monde a compris que seul, il ne peut pas gagner les élections. Il faut qu'il se regroupe avec tel ou tel autre parti. Le triumvirat de tête, il y a l'UDPS, la fille aînée de l'opposition, il y a l'MLC et l'UNC. Donc, selon toujours, j'aime bien la fiction, vous m'excuserez, c'est des formations professionnelles, selon toujours la CENI, nous avons 40 millions d'électeurs, et que sur les 40 millions, pour être élus, et supposons que vous vous retrouvez dans une circonscription électorale, et vous avez 100 000 voix. 100 000 voix, parce que vous êtes le plus populaire. Avec ces deux éléments dont je viens de vous citer, le tour unique, l'introduction du seuil, l'unité de l'opposition s'avère de plus en plus urgente. Alors, je vais juste prendre des exemples tout à fait comparatifs avant de conclure et de laisser la parole à mes confrères. Nous avons vu qu'au Sénégal, c'est une élection de 2 tours. Je fais une analyse comparative. C'est une élection de 2 tours. L'ancien président Ouad est parvenu à changer la constitution et se présenter pour une 3e fois, malgré son âge et malgré le changement de constitution. Mais les opposants sénégalais se sont mis, d'abord en premier tour, ils ont tous réussi à faire sortir Macky Sall. Ils se sont réunis au 2e tour pour pouvoir gagner les élections où Macky Sall, je crois, a eu 62% et Ouad a eu 34%. Mais là, vous êtes tous d'accord avec moi qu'on parle de 2e tour. Donc, on laisse à tout le monde le choix de se choisir un candidat et de venir au 2e tour se mettre d'accord. Alors, ça c'est le premier cas d'école. Le deuxième cas d'école qui m'a intéressé aussi, c'est le cas de la Gambie. Le cas de la Gambie, où au lieu de se retrouver, là aussi je crois que c'est une élection à un seul tour, au lieu de se retrouver tous à attendre que chacun présente son cavalier, qu'est-ce qu'il se passe?
le 16 octobre 2016, l'opposition se réunit et dit voilà, maintenant, aujourd'hui, on va présenter un seul candidat. C'est, voilà, Yaya Jammeh est battu directement par Adam Barrow. Ça, c'est le deuxième cas où vous avez un cas avec un seul tour de présidentiel. Alors, avant d'atterrir tout doucement, je vais donner le... Alors, le troisième et dernier cas qui est le plus intéressant, c'est là où tout le monde dit, voilà, on se réunit au premier tour, et au deuxième tour, non, on se réunit au deuxième tour, le premier tour, on laisse l'élection, et au deuxième tour, on ne va pas se laisser faire. Ok, on se réunit au deuxième tour. Eh bien, il a gagné au premier tour avec 60%. Et dire que l'opposition congolaise devra tirer les leçons des élections précédentes pour se regrouper dans l'intérêt supérieur de la nation. Mettre leurs égos de côté, surtout les égos personnels, les ambitions personnelles. Je pense que l'opposition est obligée à s'entendre, avoir une stratégie commune et concertée. Car les derniers événements nous montrent que quand le parti au pouvoir crée une loi, il a déjà une pièce de rechange. Et se concerter, c'est pour dire aussi qu'il n'y a pas que la présidence. Il faut que nous tous nous comprenions qu'il n'y a pas que la présidence. Vous pouvez gagner la présidence, mais si vous n'avez pas de parlement, vous n'allez pas fonctionner pendant 5 ans. Or, il faut aussi gagner les élections législatives pour être en mesure d'appliquer votre politique. Donc, le débat sera lancé. Je pense que l'UDPS, le MLC et l'UNC vont essayer de répondre à cette question. Unité de l'opposition, fiction ou réalité. Merci beaucoup. Voilà, la question est posée. Monsieur le secrétaire fédéral de l'UNC, cher cadre de l'UNC, monsieur Jean-Jacques Moungani, secrétaire national extérieur du MLC. Donc la délégation dont j'ai l'honneur de conduire ici, je suis à ma gauche avec le représentant André Kabanda. Le docteur Kabanda a été l'un des plus proches collaborateurs du fait président Etienne Tshisekedi. C'est lui qui a eu la lourde charge de mener la fédération de l'UDPS en Belgique. Et qui dit UDPS Belgique peut vous dire que c'est une des plus grandes fédérations de notre parti à l'extérieur. Je remercie l'UNC d'avoir organisé ce débat. J'ai même dit à mon ami Christian que vraiment je revenais du Congo, puis je reviens du Congrès. J'étais très fatigué, et comme j'avais pris l'engagement avant de partir, j'ai insisté pour que le docteur vienne. Nous nous excuserons, après avoir livré notre message, notre section CDU-DPS Bruxelles nous attend, ils ont réunion chez 18h, donc excusez-nous que nous quittions 15-20 minutes après. Vous savez, moi je pense que lorsque nous accédons à l'indépendance, puisque Maman Louise Ngan nous a dit quelque chose d'important, nous devons savoir d'où nous venons pour savoir où nous allons. Donc nous avons la loi fondamentale qui régissait notre pays le 30 juin 1960 a été calquée sur le modèle belge. C'est-à-dire la constitution belge, c'est une constitution qui a inscrit la proportionnelle au fait. Et lorsque la constitution de Loubabourg avait été révisée, je pense en 1964, on a essayé de donner un peu plus de pouvoir au président Kassabougou, parce qu'on avait remarqué qu'il y avait des incidents, qu'il y a eu des incidents ayant conduit même à la mort de Lumumba. Pour résumer, cela veut dire que nous sommes obligés de discuter, comme vous venez de le dire. Vous pouvez demain être élu président, mais vous n'avez pas de majorité. Donc, puisque je reviens du Congrès, je vous dirais qu'il sera très difficile pour un seul parti d'avoir à lui seul la majorité de 251 députés. Lorsque le 24 avril 1990, M. Mobutu a fait le discours annonçant le multipartisme, vous vous souviendrez que M. Mobutu, dans son discours, avait demandé qu'il y ait 3 partis. Donc l'UPR, l'UDPS est un parti à créer qu'on suppose qu'il devait contrer. Bon. Quand il fait ce discours, n'oubliez pas que c'est lui qui a rejeté le discours, qui a appelé au multipartisme intégral, c'était fait le président Tshisekedi. Pourquoi? Parce que bon, on s'est dit qu'on doit donner la liberté de la parole à chaque Congolaise et à chaque Congolais. Mais Mobutu, dans son discours, lorsqu'on fait l'analyse historique, il s'est basé de quoi? Puisque n'oubliez pas qu'en 1964, les événements ayant amené Moïse Tshombe au pouvoir,
lorsque Moïse Tshombe, avant le coup d'État de Mobutu, Moïse Tshombe gagne les élections législatives. Il se retrouve au sein de la CONACO. Donc là, il y a une coalition, la CONACO, et à l'opposition, c'est le Front démocratique congolais de Baris Sekima. Ce président Tshisekedi va s'allier avec le Moïse Tshombe qui était majoritaire avant que le coup d'État. Donc on a été, dans leur tête, ils voulaient continuer en essayant de limiter ces partis. Parce que vous l'avez dit tantôt, il y a des partis où au Congo vous arrivez, il y a monsieur, madame, et peut-être son enfant. C'est pas sérieux non plus. Alors nous avions appelé au multipartisme intégral en espérant que les autres partenaires joueraient les jeux. Mais malheureusement, lorsqu'on regarde après 1990, Mobutu devait partir en 90 et il a fait 7 ans. 7 ans pourquoi? Parce que la versatilité de la classe politique, la corruption au Congo, l'esprit du gain facile. Donc c'est ça qui fait que le Congolais, si nous sommes dans cette situation, je pense que notre conscience à nous-mêmes aussi, nous devons nous interroger. On arrive en 97, Laurent Désiré Kabila arrive. C'est cette même classe politique qui va encore, qui va régner même ses valeurs pour aller s'asseoir avec Laurent Kabila. On arrive en 2001, Joseph Kabila arrive. C'est cette classe politique, aujourd'hui, on se dit, mais comment il peut avoir fait 17-18 ans? Mais je m'excuse, il fait 17-18 ans, pourquoi? Parce qu'il est soutenu par par l'élite politique congolaise. C'est ça la vérité des choses. Le peuple, vous arrivez au Congo, la misère que moi j'ai vue, mais je me suis posé la question, comment ce régime tient? Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. C'est la classe politique. C'est la classe politique. On fait les accords de Sin City. Parce que je vais essayer d'aller en 2002. Qu'est-ce qui s'est passé en 2002? Notre président, lorsqu'il se retrouve à Sin City, on s'est dit, voilà, on a quand même, malgré nous, on accepte le 1+4 pour aller aux élections de 2006, malgré nous, alors que les discussions étaient pratiquement closes. La vice-présidence attribuée à l'opposition devait nous revenir. Bizarrement, nous sommes à Idino. On va avec ça. Donc c'est la difficulté de la classe politique. On arrive en 2006. On ne va pas rentrer en détail tout ce qui s'est passé. Nous n'avons pas été candidats. Mais je crois que M. Jean-Jacques Moungan peut le témoigner. L'UDPS avait appelé à voter Jean-Pierre Mbemba. D'ailleurs, si vous regardez le score du président Mbemba, dans ce qui est considéré comme nos bastions, je dirais même Kinshasa, le MLC a fait des scores parce que la base, c'est-à-dire que nous avons mis l'intérêt général au détriment de notre propre intérêt. Ça, c'est notre philosophie. Et cette philosophie-là, vous avez même vu aux élections de 2011. Là, je vais cheminer. Alors que notre candidat, M. Tshisekedi, était en pôle position pratiquement. Mais c'est lui qui a encore voulu rassembler la classe politique. Il est allé pratiquement discuter avec des gens. Lorsqu'il a fait ici en Belgique la rencontre avec M. Léon Kengo, je dirais même la base du parti, le docteur ne me contredira pas, n'était pas totalement d'accord. Mais il avait cette vision-là d'essayer de rassembler. Parce que pour nous, nous disons que l'adversaire principal, c'est Joseph Kabila. L'état dans lequel le Congo est actuellement, nous n'avons pas d'adversaire dans l'opposition. Notre adversaire, c'est Joseph Kabila. Lorsque je vous ai parlé en 1964 avec Moïse Tshombe, quand Moïse Tshombe est au pouvoir, le Congo est une démocratie, l'Espagne est une dictature. Regardez aujourd'hui où est l'Espagne, regardez où est le Congo. Lorsque les Belges, on peut tout dire, ont quitté le Congo est au niveau de l'Afrique du Sud. Mais alors, allez regarder l'Afrique du Sud, allez regarder le Botswana, allez regarder le Congo. Donc en 2011, on avait encore fait cet effort-là. Mais malheureusement, il s'est passé ce qui s'est passé. On n'est pas là pour remuer le couteau dans la plaie. Bon. Actuellement, nous revenons du Congrès. Un nouveau président a été élu. Il va constituer son équipe. Et je crois que Mme Koko Bacha a un peu dit ce qui se passe. C'est vrai, il y a des négociations qui sont en cours. En fait, au niveau de la base du parti, les gens sont pour cette alliance. Mais une alliance, mais les gens sont aussi, je dirais, vigilants. Parce qu'ils ne veulent pas n'importe quelle alliance, parce qu'ils ont aussi, je comprends cette population, ils ont peur de la duplicité de la classe politique. Monsieur Tchibala que vous voyez aujourd'hui, on pourrait vous faire un livre sur lui. Donc il vient de notre parti, c'est quelqu'un que le représentant a pratiquement pris en charge ici. Je veux dire, mais le jour où il est parti, on est resté dans la classe politique congolaise dans son ensemble, donc l'élite congolaise a une responsabilité majeure par rapport à la crise actuelle. Moi, je crois que c'est le message que j'avais à dire. Oui, ces négociations sont en cours. Le président Félix Tshisekedi va nommer la nouvelle équipe. Tel qu'on le connaît, c'est quelqu'un, il veut un rassemblement le plus large possible.
plus important parce qu'il faudrait que le président de demain puisse avoir la majorité. Et puis, il faudrait que l'opposition accepte que c'est celui qui sera en pole position, que les autres se retirent. Parce qu'il y en a, on a vu, hein, si François Mitterrand a été élu président en France, c'est parce que Jacques Chirac ne voulait pas que Giscard gagne. C'est-à-dire au sein même de... alors il faudrait qu'il y ait sincérité et franchise. Et avec le docteur Mougani, il essaie. Avec Mme Gouroubacha. Combien de réunions n'avons-nous pas fait pour essayer d'apporter même ces plans à nos dirigeants politiques? Donc c'est un travail que la Belgique aussi le faisait ici. Je ne sais pas si le représentant a deux ou trois mots à dire, et puis appelez-vous aussi. Merci beaucoup nos amis de l'UNC pour avoir organisé cette rencontre. Et je voudrais saluer les mamans pour cette journée que vous avez en partie dédiée, surtout pour les interventions, j'ai apprécié. Et je ne vais pas revenir sur l'histoire que Ange a fait ici, parce qu'il a résumé. Le plus important, c'est que notre classe politique, nous avons beau parler de l'union de l'opposition, nous avons beau parler de l'unité de l'opposition, mais qui va faire l'unité? L'unité de qui? Avec qui? Parce que cela a commencé bien depuis longtemps. Aujourd'hui, nous avons, je crois que c'est 600 partis au Congo. Et quand on dit l'unité de l'opposition, c'est quoi l'opposition? Ça, c'est ma préoccupation fondamentale. Parce qu'on a beau dire l'unité de l'opposition, mais c'est quoi l'opposition? Parce qu'il y en a qui étaient au pouvoir jusqu'avant-hier et qui deviennent l'opposition aujourd'hui. Je ne suis pas sûr que demain, il n'y aura pas ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir qui vont se dire opposants à la veille des élections. Alors que le problème est réel. L'union ou l'unité de l'opposition, réalité ou fiction, je pense que ça peut être une réalité et une fiction, mais le tout, c'est de savoir avec qui le faire. Et moi, cette question, je n'ai pas de réponse. On a insisté ici pour les mamans sur l'aspect formation. On a insisté sur la jeunesse, l'aspect formation. Je pense que nous devrions aussi insister sur la formation de notre classe politique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à ajouter. Merci beaucoup. Voilà. Et donc j'ai à mes côtés l'organisateur. Vous êtes l'organisateur de cette journée, si je m'abuse. Le secrétaire fédéral. Voilà, vous êtes. Voilà, vous allez peut-être vous présenter pour qu'on sache qui vous êtes, hein, parce que c'est la première fois de passer sur notre chaîne EROTEC TV. Oui, bonjour. En fait, je suis le secrétaire fédéral de la Fédération de Belgique. Je me nomme Christian Bouendo. Christian Bouendé, bonjour sur EROTEC TV. Et voilà. Donc nous sommes là dans une journée, une matinée politique. Et j'ai suivi, je suis arrivé un petit peu en retard, mais je crois avoir tout suivi. Donc il y avait deux thèmes. Deux thèmes, oui. L'engagement de la femme en politique au regard de Croisé. Et puis l'unité de l'opposition congolaise. Fiction ou réalité? Alors, il y a de la fiction dans la... Alors là, ça me fait peur. Parce que si on prend fiction, ça risque de décourager certains. Non, je pense que le thème tel que choisi, oui, c'est une interrogation. Nous nous sommes mis à la place... Justement, la crainte est qu'il n'y a pas de point d'interrogation derrière. Non, on s'est mis à la place de l'électeur, on s'est mis à la place des gens qui vont élire. Parce que les enjeux tels qu'ils se présentent, ce sont des enjeux où on a le seuil électoral qui est mis. On a élection au premier tour, à un seul tour. Nous ne pouvons pas nous permettre, la personne ne peut pas se permettre d'aller sans se réunir. Et puis il y a le seuil qui vient. Donc un candidat qui n'a pas réuni, qui peut gagner avec 100 000 voix dans une circonscription électorale, si son parti n'a pas le seuil d'1% qui est de 400 000, ce candidat, avec ses 100 000 voix, il est parti. Donc je pense que la question... Ce qui n'est pas le cas pour Moïse Katumbi. Moïse Katumbi n'a pas de parti. Il a un parti politique, l'Assemblée va faire. Mais je pense que il est candidat, mais il faut qu'il puisse déjà
Et c'est ça le but de ces regroupements, je pense. Les regroupements permettent aux gens, à différents partis, de se réunir pour atteindre le seuil national. Le seuil national qui est ce qui n'est pas impossible pour certains. Hein, parce que, oui, mais en fait, dans la configuration actuelle... Il y a des dynamiques qui sont composées ça et là, mais je pense que de la dynamique, on peut passer à un parti... Dans la configuration actuelle, on a 148 partis qui sont représentés au Parlement. Avec le seuil, nous risquons d'avoir 23 partis représentés au Parlement. D'accord. 23. Donc, il y aura vraiment un nettoyage qui va se faire. Donc, il y a du figurant dedans. D'où l'utilité de se réunir. C'est pourquoi on a posé la question fiction ou réalité. Et dans les débats, on a donné des exemples, qui sont les exemples du Sénégal, les exemples de la Gambie, où l'opposition s'est mise d'accord et ils ont gagné les élections. Et les exemples qui sont les exemples du Congo-Brazza qui est juste à côté, où il y avait il y aurait eu union au deuxième tour, mais le président a gagné directement au premier tour. Donc, tous ces éléments-là mis ensemble font que sans union de l'opposition, il n'y aura pas alternance. Parce que les calculs sont simples, nous sommes en majorité simple. Si le PPRD gagne avec 25% et les trois partis, même s'ils ont chacun 20%, 10% et représentent 60%, c'est celui qui gagne en majorité simple qui est élu président. Et l'autre partie, c'est vraiment de dire que si on veut être élu président, on ne doit pas seulement être président, il faut que vous soyez représenté au Parlement. Et pour être représenté au Parlement, il faut des députés. D'où les regroupements pour atteindre ce seuil. Voilà un peu l'objet de cette matinée que nous avons essayé de concocter pour essayer d'expliquer aux gens. Et aussi, vous avez abordé la question de la femme en politique. Moi, si je me suis bien permis d'être en face de vous présentement, c'est simplement puisque je sais très bien que les femmes sont des êtres qui sont un petit peu à la traîne au niveau de la politique nationale. Est-ce que vous pensez réunir une parité entre hommes-femmes en parlant de l'UNC? La loi électorale dit qu'il faut la parité, mais un alinéa qui suit dit que si cette parité n'est pas respectée, cela n'empêche que la liste est terminée. Donc je pense que une des intervenantes a bien dit que pour que nous puissions avoir une parité dans les listes, il faut que l'alinéa saute. D'accord. En faisant sauter cet alinéa, vous allez faire sauter l'alinéa. Bon, c'est pas à moi, c'est maintenant à nous de prendre conscience, de forcer pour que cette alinéa saute et qu'on fasse la liste paritaire. Mais le grand problème aussi, c'est que les femmes ne s'engagent. Il n'y a pas suffisamment de femmes qui veulent s'engager. C'est ça aussi le problème. Il faut continuer à inciter. Les proportions d'aujourd'hui, on était à 8%. Des femmes dans les institutions, ce qui n'est pas énorme, parce que ce sont, quand on regarde les votants, ce sont les femmes qui sont les plus nombreuses, ils sont plus de 60%. Donc il y a un aspect contradictoire. Il faut les rapprocher, il faut les intégrer. Et alors, donc, mais aujourd'hui, vous êtes en train de démarcher les femmes pour les attirer vers vous, mais le seul problème, c'est qu'il y aura un problème que les femmes m'excusent, de niveau intellectuel. C'est pas ça qui serait à la cause même de cette réticence dans la politique. En politique, il y a toujours une réponse. Je pense que la réponse qu'on a avec ça, c'est les formations. D'accord. Je pense que, quand vous voyez dans la première matinée, nous avons travaillé avec le Parti socialiste belge, le Parti Mouvement réformateur belge, c'est de pouvoir faire un cadre d'échange, pouvoir aller vers eux qui ont des structures pour pouvoir nous former, former les femmes, former les jeunes, de manière à ce qu'ils puissent être des acteurs à part entière politiques. Parce que ce qui fait défaut, comme vous dites, c'est la formation. Et cette formation peut être acquise ici par les différents groupes, de manière à ce que nous puissions faire une formation des formateurs sur place et ainsi de suite, une chaîne. C'est ainsi un peu que vous voyez que cet échange-là, la journée avait deux volets, et l'un des volets, c'est l'ouverture du parti à travers le monde et profiter des expériences des autres partis implantés ici, de MR et de PS, pour pouvoir développer la formation et d'autres expériences, on ne sait jamais. Voilà un peu notre ressenti. Alors, quelle est votre impression au sortir de cette réunion? Je pense que
de réussite, il reste encore à faire, je pense on y est. On ne va pas s'arrêter à si bon chemin, dire que nous avons réussi et que non, je pense que c'est un début. Nous posons des jalons d'un long processus, parce qu'après on va aller voir les partis politiques qui étaient présents pour qu'on entre en contact avec eux pour des formations. Donc ça c'est vraiment la suite. Et ensuite aussi on va faire remonter les propositions des uns et des autres dans la salle pour pouvoir avancer dans les débats de l'unité de l'opposition. Alors quelle est votre relation, puisque vous êtes tous vous focalisés sur les mêmes objectifs? Quelles sont vos relations entre les différents partis? Je pense que nos relations... Justement, il va falloir que ça parte de là. Oui, je pense qu'ici, en tout cas, les relations ici en Europe, les relations entre les différents partis sont très bonnes. Nous collaborons, nous nous voyons souvent dans des réunions, même pour les préparations des marches, nous nous voyons assez souvent. Donc je pense que de ce côté-là, nous n'avons pas de crainte. Parce que nous travaillons déjà ensemble. Et maintenant, il faut juste faire remonter nos doléances auprès des partis sur place à Kinshasa. Alors voilà. Donc c'est sur ces quelques mots que je vous laisse partir. Je sais que vous avez commencé le travail beaucoup tôt pour l'organisation, mise en place de pas mal de choses. Et donc franchement, en vous remerciant d'avoir accepté notre invitation sur Eurotech TV. Et donc je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Bonne journée. Merci beaucoup. Ça va? À très bientôt. Bonjour monsieur Robert. Bonjour monsieur Eurotech. Alors plaisir à trop. Donc ainsi tokutanaka invité na cadre musala kaka donc lelo na landibino na Belgique pour nangana il va vraiment musala on zokene ndenge nini donc on a sa première sortie en tant que fédéral. Oui. Voilà donc na ngana il va vraiment fédéral azosala nini batuna zo côtoyer. Donc voilà. Donc on a commis awa nakuti bozaki nakata matinée moko de travail avec deux thèmes: l'engagement de la femme en politique, regard croisé, donc UNC, MR, PS. Et puis deuxième thème, l'unité de l'opposition congolaise, fiction ou réalité. Question au son na bengio fédéral, c'est simplement puisque na bangi muke. Na boche fiction, boche réalité. Oui, réalité, c'est ce qu'on attend, mais fiction toujours risqué bo. Non, déjà merci na nenge au invité ngai pour passer la chaîne. La fois passée na pensé que installation à Lucio, ils allaient fédération à Reptile. Tout ça que Reptile a volé Nusso. On se revoit au salle à la fois passée, on va déjà présent partout. L'activité la partie, l'activité na bani on a reçu à Libanda va combattant, l'activité la diplomatie. En tout cas, tout ça les Reptiles m'a cassé en monique journée et à matinée à l'élo. Tout que se joindre na bani on a reçu à Belgique. Concernant la question pour la fiction en réalité, voilà. Mais tu es sûr que cette fois c'est la réalité. Vous avez la première fois au monde que le peuple congolais, tout sangane li boke moko pour te désigner candidat moko, il y a opposition pour que tu aies dans l'élection présidentielle. Franchement, les alliés fiction on peut gérer le pays autrement. On est égoïsme et que en fonction des critères de ça là, peut-être les gars à un primaire, autrement un candidat au porté va falloir sire, il y a dans les bonnes conditions, il y a des soutenir. D'accord, mais Namoni, Bosangani, parti Misato Awa, UNC, MR, na PS. Et donc, bon, but n'a que pour renforcer UNC, ou bien Bolingi vraiment l'esprit à bien pour travailler ensemble pour vous porter candidat ou aux la valable pour tout le monde. Ils allaient l'esprit à bien, l'esprit à bien pour tout le monde candidat moko pour porter vision d'ambition union sur ensemble. Alors on a moni bandeko basi baza moi et belé na que parité homme-femme aujourd'hui ils a exigé na kati ya prérogative mais bozo ça de manière à ce que bandeko basi ba région de Bino est belé. Bon, ce que tu as bien la carte ya projet société na biso to tiaka basi liboso
na ba jeune. Donc nous avons deux piliers, il y a ba jeune, na bassi. Pour la mission en tout cas tout est toujours sur la parité. La parité, donc moi si tu côté était dans la tâche ménagère et ton niveau dans l'engagement politique. Donc le monde va nous bassi lelo, le moi et la femme c'est là qui il fallait qu'on basse tout ça la journée mon pour la maman, toi la qui s'est battuqué, ba maman peut aller capable de comporter un plus dans la société riche. Mais ba maman le problème c'est que ba maman bazan un peu à la traîne, bazo traîner peu vous pensez que ils a peut-être par rapport à makambo et le moment la politique, neka ba le politique ils a le kuta ba maman va linga mambwana te ou alors peut-être au niveau où ils ont cinq la peau que nous la politicien bango baza na ngote. Alors si c'est le cas ma kokisamini bobongisi pour accompagner au bakoti déjà na kati. Ils allaient déjà enseignement, il faut que tu enseignes ma maman, tu dois que la qui sabango qui place, bango za pas seulement la tâche ménagère, mais baza capable de comporter en plus dans la société congolaise. Mais on va aussi se sentir incapable. Quel est votre outil mis en place pour nous? Toujours enseignement, mobilisation. À force de mobiliser bango, bah que se sentir vraiment que baza utile dans la société d'Amso. Travailler le et là des positifs au tiré na matinale matinale l'espèce ngai esengo mingi komona bande kwa MLC ensemble na biso komona bande kwa IDPS ensemble na biso d'habitude na Europe tokuta na mingi te bato ba na bakona bango et ba démarche on est au niveau à Kinshasa tout monde leader na sommes Vital Kamerhe azali pour rassembler baninga nyoso ba na sika moko et que biso awa to là na retard baninga Belgique bazu initiative wana pour faire ces partis politiques nyoso ensemble entre les panabso et puis si un courage et puis et puis stimuler encore que monsieur peut en France tout quoi que sangi sa bande connu sur la partie mususu pour que tout ça là les mêmes initiatives faut bande donc ça vient en France na salamate na France tant ça les monter mais en tout cas na matinée à l'élo possible encore en plus pour que monsieur peut tout ça là na Paris. Alors dernier mot pour la bande de Rolanda Bisso pour que ça va dernier mot ezali que tout milingila pour la élection tout milingila pour la élection et tout qui à l'autre dispersé cette fois-ci nous sommes qui a énergie ensemble pour tous les gars à un primaire pour un candidat moko de l'opposition ou à combattre la campagne pour toute l'opposition. En tout cas, merci beaucoup M. Biongo d'avoir accepté notre invitation sur Eurotech TV et puis rendez-vous à Paris. Merci. Bon retour. Bonne route, M. Eurotech. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, merci. Merci.